Bon, merci beaucoup, je suis très heureux d'être devant vous aujourd'hui, d'autant plus que la société a vu le jour ici, dans le Grand Est, dans la Marne plus précisément, et qu'on a été accompagné depuis le démarrage par toutes les entités possibles et inimaginables dans le Grand Est qui nous ont permis de passer d'une petite start-up créée à la ferme à une société qui fait bientôt 100 millions d'euros de chiffre d'affaires et qui est leader à travers l'Europe. Donc voilà, je suis très heureux d'être ici. Merci. Je fais peur sur cette photo là. On a l'impression que c'est une photo d'Halloween. Donc très content d'être ici. Je me déplace jamais sans les talents qui font la réussite de notre société, parce que c'est pas que les trois fondateurs ou Paolin le pingouin qui prend la parole tout le temps. Ce qui fait la réussite d'Agriconomie et le succès auprès de nos clients, c'est surtout les talents qui ont rejoint l'entreprise et qui travaillent au jour le jour pour construire un leader de demain qui accompagnera les agriculteurs. Donc voilà, je suis venu accompagné d'un mec assez extraordinaire qui bosse pour nous depuis maintenant presque 2 ans et demi et qui s'occupe d'une catégorie chez nous de produits, les pièces détachées. Donc tu veux t'introduire rapidement, Pierre-Louis ? Donc, comme a dit Paulin, je m'appelle Pierre-Louis. Je suis arrivé chez Agriconomie il y a un petit peu plus de 2 ans en assistant du responsable de toute la partie pièces détachées chez Agriconomie. Donc, la pièce détachée, c'est un gros business chez nous, un peu plus de 10 millions de chiffre d'affaires, beaucoup de fournisseurs à gérer et beaucoup de produits à gérer également. Et par la suite, du coup, j'ai eu la responsabilité de reprendre l'ensemble de la gamme avec une petite équipe de 3 personnes. Donc voilà, une belle aventure qui s'est ouverte à moi et je ne remercierai jamais Paulin pour m'avoir fait confiance là-dessus. Donc pour me représenter rapidement, donc je m'appelle Paolin, je suis l'aîné d'une famille de 6 enfants, j'ai grandi à 35 km de Paris. J'étais pas du tout, je pensais pas du tout devenir chef d'entreprise, mais à 14-15 ans, je me suis mis, malgré moi, à faire du business. J'ai découvert Internet, j'ai commencé à acheter des trucs à travers le monde et les revendre en France. Et je me suis retrouvé très vite à 15, 16, 17 ans à faire un chiffre d'affaires qui était assez fou. Alors à cette époque-là, je ne connaissais pas les taxes, les impôts, la douane, etc. Mais ça se comptait en centaines de milliers d'euros, quoi. Et au fur et à mesure de mon parcours, j'ai eu la chance d'avoir une bourse pour partir étudier au Canada, en Inde, en Angleterre, où j'ai fait mon bachelor à Cambridge. Et j'ai eu une autre bourse de Cambridge pour partir en Inde, faire mon master. Donc voilà, j'ai créé ma première société, véritable société. J'avais 21 ans et c'est une société que j'ai créée en Inde et qui permettait à bon nombre de startups anglaises et françaises de délocaliser la création de leur site internet et le développement de leur digitalisation. Donc j'avais monté une équipe avec des copains en Inde qui étudiaient avec moi là-bas. Et puis on allait trouver des clients et des sociétés en Angleterre et en France et on développait pour eux des sites internet, etc., etc. Donc ça a quand même pas mal grossi. J'étais assez fatigué de faire des allers-retours Inde-Paris, mais ça m'a permis de lancer un cours à la fac sur le virtual management. Donc j'étais un peu en avance parce que ça a explosé avec le Covid, mais que j'ai donné à la fac d'Evry et à HEC quand j'avais 22 ans. Mais voilà, ça a été une première vraie belle expérience entrepreneuriale. Je suis rentré à Paris, j'ai créé une autre société qui s'appelait EasyPro, j'avais 22 ans. C'était un des premiers, je ne sais pas si certains ont entendu parler, mais c'était un des premiers générateurs de sites web en France. Donc ça permettait à toutes les sociétés, à n'importe qui, à n'importe quelle association, de créer et de gérer un site web sans savoir coder. Donc il suffisait de savoir lire et bouger sa souris pour lancer un site vitrine et lancer un site e-commerce jusqu'à 100 produits. Donc ça, c'était un peu la promesse. Ça coûtait 10 € par mois et si vous vouliez un site e-commerce, ça coûtait 20 € par mois. Donc voilà, à cette époque-là, je m'étais déjà associé avec un jeune gars que je connais depuis j'ai 16 ans et qui est encore avec moi et qui est cofondateur d'Agriconomie, qui est un fou de l'informatique, qui est né dans l'Aube d'ailleurs, qui est né à Ho Chi Minh mais qui a grandi à Bar-sur-Aube et avec qui je me suis associé. Lui, c'est un développeur informatique qui à cette époque-là n'aimait pas la lumière, n'aimait pas les gens. Ce qu'il aimait, c'était coder et faire de l'ordinateur. Et donc on a créé cette société ensemble qui s'appelait EasyPro. On a bien progressé, on est monté jusqu'à 8-10 salariés. À l'époque, je ne savais pas du tout ce que c'était que lever des fonds, aller voir la banque pour m'endetter. Donc j'avais tout fait sur mes deniers propres.
Donc tout ce que j'avais réussi à mettre de côté sur mes expériences précédentes, à savoir que j'avais déjà presque tout utilisé pour étudier, j'ai tout perdu. J'ai tout perdu. Je pense que j'ai investi 50 ou 60 000 euros que j'avais réussi à laborieusement mettre de côté en travaillant jour et nuit depuis que j'ai 14-15 ans. J'ai tout perdu en montant cette société parce que j'avais pas les codes des entrepreneurs. Je ne savais pas que les fonds d'investissement allaient m'accompagner pour accélérer mon business. Je ne savais pas que les banques pouvaient me prêter de l'argent, etc. Et on s'est fait doubler par une petite start-up américaine qui s'appelle Google, qui à l'époque avait lancé un site qui s'appelait Mon Entreprise en ligne et qui était un service identique au nôtre et qui permettait de créer et de gérer son site web. Et en fait, pendant cette expérience-là, qui m'a quand même amené à une sorte de mini-dépression parce que fermer sa boîte, virer tout le monde et avoir investi 3 à 4 ans de sa vie pour rien, c'est pas simple. Ça m'a quand même permis de découvrir profondément l'envie des agriculteurs d'être sur Internet. Parce qu'on avait beaucoup d'agriculteurs qui souscrivaient à notre service pour créer leur site web et commençaient à promouvoir leur savoir-faire, leurs produits, leur métier sur tout un tas de facettes de leur métier. Donc la vente directe, le logement à la ferme, etc. etc. Donc c'était un premier digital, agriculture, ça commençait à résonner un peu en moi qui suis petit-fils d'agriculteur. J'ai un grand-oncle qui est agriculteur aussi. Donc j'ai pas grandi à la ferme, mais j'ai quand même une fibre familiale agricole. Fin de cette société, je ne sais pas trop quoi faire. Je rencontre le maire de ma ville à l'époque, à Courcouronnes, qui me dit on est en train de refondre le quartier où tu es né. On détruit 50% des bars HLM et on va construire un éco-quartier. On a besoin de quelqu'un pour nous aider à gérer ce projet-là, quelqu'un qui soit capable de parler avec toutes les autorités publiques, mais qui soit aussi capable d'échanger avec les habitants et de créer du lien pour que ce projet fonctionne. Et donc, je lui ai dit, bon, avant de repartir chez Google ou je ne sais quel grand groupe de conseil, je vais bosser un peu pour la mairie. Et donc, il m'a trouvé un contrat à l'époque qui s'appelait le service civique. Ça venait de commencer. Et donc, j'ai commencé en lui disant, je vais faire que 2 mois, je t'accompagne au démarrage. Et en fait, je suis resté 1 an. Donc, j'ai fait un service civique pendant 1 an où j'ai accompagné tout ce projet-là qui était passionnant, que j'ai transformé en un projet qui s'est appelé Mémoire d'un quartier, en disant qu'on ne peut pas aller, peu importe où, en France ou dans le monde, détruire les racines de personnes, et qu'il faut créer la mémoire. Donc dans ce quartier, la particularité, c'était que la grande majorité des habitants étaient nés dans ce quartier, parce que l'hôpital était au milieu du quartier, que l'école était collée au quartier. Donc moi, j'étais né là-bas, j'avais fait l'école là-bas, etc. Et là, on arrivait en disant aux habitants, on va détruire l'hôpital, on va détruire une grande majorité des tours, on va détruire l'école où vous avez étudié, etc. Et donc, pareil, c'est un autre enseignement que j'ai compris pendant cette expérience, c'est que le passé est très important. Et pour construire l'avenir, il faut bien comprendre son passé, mémoriser son passé et réussir à le figer à un moment, à le comprendre et l'accepter pour être capable de progresser et de construire ce qu'on souhaite construire par la suite. Donc, j'ai fait 1 an de service civique. Ensuite, j'ai décidé de faire 1 an chez les pompiers. Donc pareil, j'ai été 1 an pompier. Et puis, je ne sais pas trop quoi faire de ma vie, mais ça me manquait beaucoup quand même, l'entrepreneuriat. Et donc, j'ai décidé de faire une formation dédiée à l'entrepreneuriat. J'ai postulé à toutes les écoles de commerce françaises et anglaises. J'ai eu la chance d'être pris dans une école de commerce qui s'appelle HEC Paris. Et j'ai fait une formation d'1 an et demi qui s'appelle HEC Entrepreneur, donc qui forme des adultes et des jeunes à devenir entrepreneurs. Et il n'y a aucun cours, tous les cours sont donnés par des professionnels, par des entrepreneurs, par des grands managers de grandes entreprises, etc. Et j'arrive, alors déjà, petite anecdote, je me suis pointé 1 mois en avance. J'étais tellement excité par l'idée de retourner à l'école et d'apprendre, je m'étais complètement trompé de moi. Je suis arrivé avec 1 mois d'avance au premier jour. J'avais l'air d'un gros couillon avec ma Suzuki Wagon R.
Donc bon, je reviens le jour J, j'arrive avec 2 heures d'avance et je rencontre un mec qui va quand même changer ma vie, qui est un des 3 cofondateurs d'Agriconomie. Donc on arrive et je rencontre un grand gars élégant, assez sûr de lui, charismatique, et on discute tout de suite. Et lui aussi est arrivé avec 2 heures d'avance parce qu'il venait de la Marne, il venait de Châlons-en-Champagne, et on s'est tout de suite mis à discuter. On était tous les deux, comment dirais-je, on est tous les deux des profils bien particuliers qui correspondaient pas forcément aux us et coutumes de cette école, parce que lui est 5e génération d'agriculteur, il est né à la ferme, il a fait un bac agricole. Il a eu la chance de pouvoir étudier à l'université de Nancy, alors que toutes les universités lui avaient fermé les portes parce qu'il avait un bac agricole, et que lui voulait se rediriger vers le business et l'économie. Donc il a pu intégrer l'université de Nancy, et il jouait au rugby en Fédéral 1, il jouait à Épernay, pas trop loin d'ici. Et il a eu la chance de pouvoir partir jouer dans un club de première ligue au rugby en Angleterre, qui s'appelle Worcester, qui est un club assez moyen, mais donc étudier dans l'université de Worcester et jouer dans l'équipe jeune de Worcester. Alors je sais pas comment il a fait pour rentrer là-bas parce qu'il parlait pas un mot d'anglais, mais bon, il avait des capacités physiques qui lui ont permis d'intégrer très vite l'école, qui était sûrement plus intéressé par son jeu au rugby que par son niveau d'anglais. Et donc voilà, il est parti là-bas et il se blesse et il se dit bon moi je veux faire une école de commerce. Quelle est la meilleure école de commerce? HEC. Moi, je postule à HEC. Et ce couillon, il est rentré. Et petite anecdote, on a tous les deux préparé il y a tout un tas d'examens, etc. Moi, je me suis mis à bûcher comme pas possible pendant 6 à 10 mois. 10 mois, je m'étais dit que je m'y mettais, mais je me suis vraiment mis 6 mois avant. Et j'ai difficilement été dans les 5% les meilleurs. Mon associé Clément, il s'est mis à bosser dessus 5 jours avant et il a été dans les 1% les meilleurs. Donc voilà, il y en a qui ont plus de facilité que d'autres. Moi, je suis un gros bosseur, lui, c'est un génie. Et donc voilà, on a passé 1 an ensemble à l'école, 1 an et demi, et déjà on avait cette envie de créer une entreprise. Lui était vraiment d'une famille agricole et d'une culture agricole, et moi d'une culture très digitale. Et tous les mardis, on se retrouvait tous les mardis soirs. Je vivais dans une cage à poules dans le 15e à l'époque. Et il venait et on réfléchissait à ce qu'on pouvait monter ensemble, quoi. Et on s'était fait des listes de projets, des listes de marchés à étudier. Et au bout d'1 an, on s'est dit, en fait, on va essayer de digitaliser le secteur agricole. On s'était rendu compte que c'était un marché qui était gigantesque. Donc c'est 30 milliards en France, 200 milliards en Europe, ce qu'achètent les agriculteurs. Qu'il y avait un vrai problème il faut rester politiquement correct parce que c'est filmé, un gros problème de monopole sur ce secteur, avec de grandes entreprises qui ont fait plein de belles choses pour le secteur et pour les agriculteurs, mais qui avaient pris des places dominantes, donc des coopératives ou des acteurs privés locaux, qui avaient pris des positions totalement dominantes sur des marchés bien délimités, qui faisait que les agriculteurs avaient très peu d'alternatives pour acheter. Donc, pendant nos études, on a décidé de retourner un peu à la ferme. Donc moi, je suis parti chez mon oncle, Clément est beaucoup reparti chez lui. Et j'étais, j'ai passé presque 3 semaines chez mon oncle qui fait du céréal et du cochon. Et je me suis rendu compte que, 1, il n'avait pas d'alternative, mais que 2, il faisait ce qu'on lui disait. Donc, quand on venait le voir et on lui disait c'est le moment d'acheter ton camion d'engrais ou c'est le moment d'acheter tes semences, il ne posait pas trop de questions sur est-ce que c'est vraiment le moment, est-ce que c'est vraiment le bon prix. Et en fait, il avait une confiance aveugle dans son distributeur. Et je me suis quand même posé plein de questions, en me disant est-ce qu'il y a un endroit où il peut comparer les prix? Est-ce qu'il a une plateforme en ligne où il peut avoir de l'information sur le marché? Et je me suis rendu compte qu'il y avait un vrai vide digital dans le secteur agricole. Alors il y avait eu plein d'initiatives qui avaient plus ou moins bien marché, mais il n'y avait pas d'acteurs qui avaient vraiment créé un market maker. Donc ce qu'on a décidé de faire très vite, déjà on a testé 25 modèles différents, on s'est cassé la figure. En premier, on s'est dit on va créer une sorte de groupon du secteur agricole pour grouper les achats, notamment sur les machines,
et ensuite accompagner les agriculteurs à faire des économies sur ces sujets-là, tout en aidant des constructeurs locaux à vendre plus de machines à une échelle plus grande, etc. Ça n'a pas du tout marché. Donc on a dû réfléchir à trouver un pivot. Et là, on s'est dit, bah, un très gros marché, c'est les engrais qu'utilisent les agriculteurs. Donc ça, des engrais, enfin, tous les types d'engrais qu'on puisse trouver en France. Et on a créé un site internet en développant un petit algorithme avec Dean, le développeur informatique dont je vous ai parlé tout à l'heure, qui est lui né à Ho Chi Minh, qui a grandi dans une ferme viticole à Bar-sur-Aube. Et on a développé un tout petit algorithme qui permettait d'aller chercher tous les prix des engrais dans tous les ports à travers l'Europe et de calculer avec le transport quel était le prix rendu chez l'agriculteur. Donc on a lancé un site web et on disait aux agriculteurs, mettez votre code postal et on va vous dire quel est le prix du produit. On n'avait qu'un produit au démarrage. Et on se posait la question au début de juste créer un média pour permettre aux agriculteurs d'avoir accès à de l'information. Et en fait, en quelques semaines, on a eu 10 visiteurs, 30 visiteurs, 100 visiteurs, 1000 visiteurs, 100 000 visiteurs sur la plateforme. Alors qu'on proposait un produit que dans la Marne. Bon, on avait fait un petit trick quand même, c'est qu'on avait des prix que pour la Marne, mais on voulait essayer de mettre votre email et votre code postal à travers la France, parce que ça nous permettait de récupérer un peu d'informations. Mais on avait des prix que pour la Marne. Et on s'est rendu compte que, oui, les agriculteurs ont un besoin de transparence sur les prix et un besoin d'information. Et donc là, on a commencé à développer et à ouvrir ce service d'information plus largement à l'échelle du Grand Est, de la Champagne-Ardenne. Et un jour, on s'est dit, bon, on va mettre un bouton payer. Et là, on s'est rendu compte qu'il y avait genre 10 personnes en 1 heure qui avaient appuyé sur acheter et payer, quoi. Donc, on s'est dit, oula. Et donc là, on a vraiment mis un... Et en plus, à l'époque, on n'avait même pas déposé la... Bonjour à tous. Je vous laisse vous installer tranquillement. Mais on n'avait même pas créé la société. Donc on avait mis un bouton payer, mais ça payait dans nos poches, quoi. Et en fait, il y a un agriculteur qui a payé avec sa carte bleue 8 000 €. Et donc là, on était là, waouh. On a quelqu'un qui vient d'acheter un truc sur notre site. On n'a pas de société. On n'a pas de compte en banque. C'est tombé sur mon compte en banque personnel. C'est pas top. Et surtout, on n'a pas de fournisseur et pas de transporteur. Parce que personne ne voulait nous vendre de produits à l'époque. On s'est dit mince. Donc déjà, on a envoyé mon associé Clément chez l'agriculteur pour vérifier que c'était une vraie personne. On lui a offert une bouteille de champagne. Et on a dû trouver en quelques semaines un fournisseur qui voulait bien nous donner accès à du produit et un transporteur qui voulait bien livrer le produit. Aucun fournisseur n'a voulu nous vendre de produits et aucun transporteur n'a voulu transporter notre produit. Donc on était un peu dans la merde. Donc on a trouvé un agriculteur à qui on a acheté du produit, on a revendu à un autre agriculteur. C'est comme ça qu'on a fait le premier chiffre d'affaires d'Agriconomie. Et puis ensuite, on s'est dit, il va falloir qu'on commence à réfléchir. On est allé à la banque. J'ai dit à la banque que je voulais aller faire un MBA à Harvard, ce qui était absolument vrai, mais pas vraiment vrai. Donc on a réussi à avoir 50 000 € de prêt étudiant, mon associé 50 000 €, Clément, et on a lancé la société avec 100 000 € de prêt étudiant à taux zéro. Donc voilà, je ne vous conseille pas de faire ça parce que c'est pas bien, mais et qu'il y avait quand même une garantie personnelle, donc si ça marchait pas, il fallait que j'ai remboursé à la banque. Mais voilà, on a créé la société comme ça. Et en quelques années, on a réussi à construire un leader européen avec des valeurs très fortes. C'est qu'on veut accompagner les agriculteurs à travers l'Europe à économiser de l'argent en achetant à des meilleurs prix, à économiser du temps, parce que plus besoin de faire des allers-retours chez les acteurs locaux, se déplacer, recevoir des commerciaux au sein de la ferme, et leur permettre de se diriger vers une agriculture plus durable et plus responsable. Pareil, c'était un souhait dès le démarrage, parce que mon associé Clément a une ferme qui a arrêté le labour dans les années 90, qui est en conservation des sols, qui depuis 7 ans est passé en vente directe. Donc maintenant, il y a une société de production, mais ils font 70 productions à la ferme qui vendent en direct aux restaurateurs du Grand Est et de Paris,
Ils ont maintenant 2 ou 3 magasins de vente directe. Donc voilà, c'est un sujet qui nous tenait à cœur. Et on trouvait aussi que les agriculteurs qui décidaient de se tourner vers une agriculture plus durable, plus responsable, avaient parfois du mal à avoir accès aux produits qu'ils souhaitaient. Donc voilà, c'est les valeurs qu'on porte depuis le démarrage, donc transparence, efficacité pour les agriculteurs, leur permettre et leur rétribuer de la valeur, parce que on a quand même alors il y a beaucoup d'agribashing, on leur en fout plein la gueule très souvent, mais les agriculteurs ont toujours été à la hauteur des enjeux de société. Donc, plein de révolutions dans le secteur agricole, mais on leur a toujours demandé de répondre aux besoins de la société. Après la Seconde Guerre mondiale, on leur a dit faut maintenant cultiver plus, cultiver mieux, parce qu'il faut nourrir toutes les populations et il faut nourrir la croissance de l'Europe et du monde. Ensuite, on leur a demandé là, depuis quelques années de se tourner, parce que la société veut, et qu'on n'a pas le choix que d'aller vers une agriculture plus raisonnée, plus responsable, qui prenne en compte notre planète et nos enfants. Donc voilà, ils sont aujourd'hui au cœur de cet enjeu planétaire, et ils sont même au cœur pour moi, les 5 enjeux de l'humanité, à savoir comment est-ce que nous allons réussir à nourrir plus de 10 milliards de personnes dans les années à venir, et les nourrir, mais les nourrir bien, avec des produits qui correspondent à certaines normes et qui permettront à tout le monde d'être en bonne santé. Comment est-ce que nous allons bien gérer l'accès à l'eau, qui va devenir de plus en plus crucial. Aujourd'hui, ça nous paraît naturel d'aller faire pipi caca dans de l'eau dans de l'eau propre et de l'eau potable, et d'avoir accès à l'eau potable n'importe où à travers le pays, mais ça va devenir une denrée très rare, et c'est déjà une denrée très rare dans beaucoup de pays, on s'en rend pas compte. Donc là, les agriculteurs ont un enjeu et ont une responsabilité très forte sur ce sujet-là, et ils la prennent déjà à bras-le-corps. Comment est-ce qu'on va enrayer l'accélération oula, je suis bourré, excusez-moi, j'ai 12 heures de décalage horaire. Je suis pas bourré, c'est pas vrai. J'ai 12 heures de décalage horaire. Je suis rentré avant-hier. Comment est-ce qu'on va répondre aux enjeux climatiques? Et ça, les agriculteurs ont un rôle primordial. Si je vous fais chier avec mes sujets un peu macro, vous me dites, et on peut aller plus précisément dans le sujet du jour, qui est l'entrepreneuriat et les succès ce qui permet de réussir le démarrage de sa boîte. Un autre enjeu qui est extrêmement important, évidemment, c'est la production énergétique locale. Comment est-ce qu'on va avoir une énergie plus verte, une énergie plus locale? Et ça, les agriculteurs, pareil, ont un rôle à jouer, notamment avec la méthanisation et tout un tas d'autres unités de production locales qui vont permettre d'avoir une agriculture. Alors, il y a rien n'est blanc ou noir, hein, il y a du gris partout. Voilà. Et puis le dernier enjeu, qui est un enjeu plus social, on s'en rend pas compte. Oula, mon banquier qui m'appelle. On s'en rend pas compte, mais le secteur agricole est le terreau de l'économie européenne et le terreau de l'économie française. Donc comment est-ce qu'on va réussir à maintenir une production dans nos pays, permettre à nos agriculteurs de vivre plutôt que de survivre, parce qu'on a aujourd'hui quand même beaucoup d'agriculteurs qui sont ceux qui nous permettent de manger sainement tous les jours. Eux, une partie de la population française arrive à bien vivre, mais eux, pour une bonne partie, sont dans la survie. Comment est-ce qu'on va réussir à faire que nos sociétés redonnent du crédit aux agriculteurs, qu'on recrée du lien avec l'agriculture et nos agriculteurs et nos agricultrices, pour leur permettre d'avoir une vie financière plus stable, et surtout une fierté plus forte et une considération plus forte de nos sociétés, du travail qu'ils font au jour le jour. Donc voilà. Donc tout ça pour vous dire, qu'est-ce que vous voulez que je vous dise d'ailleurs? Est-ce que vous voulez qu'on parle d'agroéconomie plus? Je suis venu que pour vous, hein. Donc posez-moi des questions. Si vous en avez, on peut peut-être faire tourner un micro derrière. Bon, j'ai mon patron de la com qui m'avait préparé quelques trucs. Donc, je pense que les valeurs, on vous en a parlé. On peut peut-être aborder le sujet de levée de fonds. Donc je vous ai dit, mon premier investisseur, ça a été la banque et
et le prêt étudiant. Ensuite, on a eu de la chance d'être vraiment accompagné par la région Champagne-Ardenne, par la BPI Grand Est, qui nous a beaucoup aidé et qui nous a permis de recruter nos premiers salariés et d'avoir nos premiers proof of concept, donc nos premières preuves de réussite de notre concept qui fonctionnait et qu'on avait un marché devant nous. Ensuite, on a fait une première levée de fonds en 2015 ou 2016 d'à peu près 2 millions d'euros avec des investisseurs parisiens. Donc c'était une grande nouvelle pour nous. C'était notre première levée de fonds. On n'y connaissait rien du tout. On avait ça comme des grands. On a regardé tous les fonds d'investissement. J'envoyais des emails à tout le monde. Et puis voilà, au bout d'un an, on a réussi à lever des fonds. Et à l'époque, l'innovation dans l'agriculture, c'était l'investissement, c'était zéro, quoi. Je pense qu'on était 3 ou 4 startups dans le secteur agricole à l'époque, en 2014-2015. Il y avait beaucoup d'appréhension des fonds d'investissement qui ne comprenaient pas le marché, qui ne comprenaient pas vraiment, qui avaient beaucoup d'a priori sur le secteur agricole. On sortait de plusieurs crises dans le secteur agricole, donc ils n'avaient pas vraiment confiance dans le marché. Bon, on a réussi à les convaincre. Et en même temps que ça, on a créé une association que j'ai cofondée, que j'ai présidée pendant 6 ans, qui s'appelle la Ferme Digitale, qu'on a créée pareil en 2015-2016, après notre première levée de fonds, avec l'ambition de donner plus de lumière aux innovations agricoles, à fédérer toutes les innovations agricoles pour être en capacité de, alors pas de faire du lobby, mais d'être plus présent auprès des politiques en France et en Europe, d'être plus présent auprès des corporates, de ne plus passer pour des mini-startups de 5-6 personnes, mais de représenter un collectif de startups qui représentent potentiellement 50, 60, 100 salariés et potentiellement 1000, 2000, 3000, 5000 clients agriculteurs. Donc on a commencé, on était 5 entrepreneurs. Et maintenant, l'association est devenue très grosse. Je ne sais pas si vous connaissez, mais on a 130, 140 startups. Aujourd'hui, on représente et on bosse beaucoup avec l'État sur tout le déploiement de l'innovation dans le secteur agricole avec un budget de près de 200 millions d'euros. Et on a 4 ou 5 salariés temps plein sur cette association-là. Voilà, première levée de fonds 2015 pour Agriconomie. Ensuite, on a refait une levée de fonds en 2018. Il faut savoir qu'il y a à peu près 8 à 9 sociétés sur 10 qui n'arrivent pas à faire leur deuxième levée de fonds. Qui n'a pas été simple aussi, mais on a réussi à la boucler en temps et en heure et à passer de 1 million de chiffre d'affaires. Sur notre levée de fonds de 2018, on devait faire 25-28 millions de chiffre d'affaires. Et puis on a continué à grandir. Là, on ne s'est pas encore annoncé, on va l'annoncer lundi, mais on a fait la plus grosse levée de fonds du secteur agricole de ces 2 dernières années, la plus grosse levée de fonds pour une plateforme en Europe, avec des gros fonds étrangers. Et là, on va faire 100 millions de volume d'affaires. On a à peu près 100 salariés. On vient d'ouvrir un bureau à Munich, où on a 5 salariés, parce qu'on est présent dans 5 pays. On est présent en France, en Allemagne, en Italie, en Espagne et en Belgique. Merci Pierre-Louis. Voilà. Et donc maintenant, on a un bureau à Munich. On vient d'ouvrir un bureau à Angers. Et on ouvre un bureau prochainement à Reims. On a déjà un entrepôt qui doit faire 2 ou 3 000 mètres carrés. On a en tout, je crois, 10 000 mètres carrés d'entrepôt à travers l'Europe maintenant, avec l'objectif de livrer les agriculteurs toujours plus vite. Et pour vous donner quelques chiffres, on a commencé avec un produit en ligne en 2015, comme je vous le disais tout à l'heure. Aujourd'hui, on doit avoir 250 000 produits. 250 000 produits à destination des agriculteurs. On a commencé en 2016, on devait avoir une dizaine de semences à disposition des agriculteurs. Aujourd'hui, on doit avoir 500 variétés de semences, dont la moitié de semences bio. On est un des plus gros catalogues de semences bio en Europe. On a 140 000 agriculteurs clients à travers l'Europe. À peu près 35% des agriculteurs français qui ont déjà fait une commande sur Agriconomie. 85% des agriculteurs français qui sont utilisateurs de notre plateforme, donc ils se connectent chez nous au moins une fois par mois, avec la moitié d'entre eux qui se connectent chaque semaine. Et voilà, et tout ça, encore une fois, la réussite d'une start-up. Alors je ne sais pas si on a encore réussi, mais on a réussi à prouver que
on était capable de créer quelque chose qui faisait du sens pour le secteur agricole. Mais ce qui fait la réussite, si je devais prendre 3 points, ce qui fait la réussite d'une entreprise, si vous avez le souhait de créer la vôtre, je dirais en grand 1 et devant tout, c'est l'équipe fondatrice. Parce que alors là, ça paraît joli, hein, je vous dis qu'on fait tant de chiffre d'affaires, tant de machins, tant de trucs, etc. Mais on a vécu des années et des grandes périodes de difficultés où on n'arrivait plus à se payer. Il y a encore 4 ans, je ne me suis pas payé pendant 1 an. Quand on a démarré, je ne me suis pas payé pendant 2 ans. Donc ça fait quand même beaucoup en 8 ans. On a eu des menaces de fournisseurs. Je me suis fait menacer de mort en 2016. En 2017, on a perdu une grande partie de nos fournisseurs parce que des acteurs dominants français ont menacé nos fournisseurs. Enfin, on a vécu un salarié qui est venu et qui est parti au bout de 6 mois, qui a créé un concurrent d'agriconomie avec notre base de données. Enfin, on en a vécu des hauts et des bas. Et en fait, ce qui fait qu'on a quand même envie d'y aller, c'est la vision qu'on a et ce qu'on veut porter, mais c'est surtout pouvoir s'appuyer sur une équipe fondatrice qui, partage les mêmes valeurs, 2, a la même vision, c'est-à-dire qu'on regarde dans la même direction, même si on n'est pas d'accord tout le temps et qu'il y en a un qui veut prendre un chemin A et l'autre veut prendre un chemin B, mais on veut aller vers un point qui est le même. Donc je dirais grand 1, l'équipe fondatrice. Donc si vous êtes en réflexion de création de votre société, prenez bien le temps avant de vous associer, de découvrir la personne, découvrir ses compétences, être certain que vous partagez les mêmes valeurs, que vous avez les mêmes ambitions, que vous êtes prêt à donner le même temps à la société. Est-ce que vous donnez 5, 8, 10, 15 ans? Est-ce que vous êtes prêt à bosser 40 heures, 50 heures, 60 heures, 90 heures par semaine? Est-ce que c'est plus important pour vous de faire des courses de VTT le week-end? Enfin voilà, partagez tout ça pour être certain que vous avez les mêmes ambitions, les mêmes valeurs, parce que c'est comme se marier. Hein. Et je vous dis ça, je suis marié depuis 1 mois. Et c'était une vraie épreuve pour moi de me marier. Mais signer un pacte d'associés et fonder une entreprise avec des associés et des actionnaires, des co-actionnaires, c'est la même chose. C'est pareil que se marier. C'est-à-dire que c'est pour le meilleur et pour le pire. Mais voilà, il faut le travailler avant pour être certain que tout le monde est prêt à vivre le pire. Parce que vivre le meilleur, il n'y a jamais de souci. Mais dès qu'on commence à être dans le dur, à être sur des sujets compliqués, il faut être certain qu'on ait une équipe soudée en face de soi. Donc là, la semaine dernière, j'étais à Austin, au Texas, avec tout un tas de gens intéressants, dont le patron des commandos Hubert, qui est l'élite de l'armée française. C'est des mecs, des nageurs de combat qui font des trucs un peu à travers le monde tout le temps. Et c'est la même chose, en fait. Quand ils partent à 3 pour faire une mission ultra dangereuse, ultra périlleuse pour sauver des otages, je ne sais où, ou faire je ne sais quoi, ils ont besoin d'être sûrs que les 2 gars ou les 3 gars, ou les filles aussi, qui partent à l'assaut, on peut se faire confiance dans le meilleur et dans les pires moments, que personne ne va se lâcher. Alors évidemment, là, je tire ça au bout du bout, hein, parce qu'on n'est pas en train de sauver des gens à travers le monde en étant entrepreneur, même si on contribue à plein de choses pour la société. Mais voilà, le premier sujet et le plus important si vous voulez monter votre boîte, et je pense que ce qui fait le début de succès d'Agriconomie, c'est les fondations et la confiance qu'on a entre fondateurs. Les fondations qu'on a réussi à ériger, le ciment qu'on a réussi à sceller entre nous 3. Alors on n'est pas les meilleurs amis du monde, parce qu'on passe déjà beaucoup de temps ensemble par semaine, donc on n'est pas tout le temps, tous les week-ends ensemble à faire des barbecues, mais on se fait une confiance aveugle sur tous les sujets professionnels ou personnels, on se les partage et on est ensemble, et on garde un dialogue constant. Et un deuxième élément qui est lié au premier élément de réussite de votre startup. Et encore une fois, hein, c'est que mon point de vue, je ne prétends pas que c'est les recettes... la recette miracle, mais c'est mon point de vue, de bien définir les responsabilités avec vos cofondateurs. Donc c'est encore lié à l'équipe de démarrage. Parce que
Au démarrage, on se dit tous, tout va tout le temps bien aller. Et ce qui est très important, c'est de fixer les responsabilités de chacun, qui peuvent se mouvoir au fur et à mesure de l'aventure, mais bien fixer les responsabilités de chacun pour ne pas se marcher sur les pieds. Parce qu'il n'y a rien de pire que se marcher sur les pieds devant les salariés. Se marcher sur les pieds, c'est aussi ça réveille l'ego. Alors il y a deux égos. Je pense qu'il y a l'ego du champion et l'ego du con. Le se marcher sur les pieds, souvent ça révèle l'ego du con. Parce qu'on n'aime pas se marcher sur les pieds, on préfère marcher sur le pied de l'autre. Et donc ça crée aussi plein de ressentiments assez négatifs au sein des fondateurs. Donc le deuxième élément pour moi, c'est bien fixer les responsabilités au sein de votre équipe fondatrice et ensuite plus largement au sein de vos équipes. Donc dès que vous allez avoir votre premier cercle de managers, de généraux à vos côtés, bien fixer les responsabilités de chacun. Et encore une fois, ça découle, et c'est la même chose pour les employés, les salariés, les managers, les responsables, etc. Une des réussites des organisations, c'est de bien fixer les responsabilités et les périmètres de chacun. Ça ne veut pas dire que tout doit être gravé dans le marbre, mais ça veut dire que pour que les gens se sentent libres et l'envie et la force d'initiative de créer, de penser et d'aller plus loin pour la société et ses clients, il faut bien fixer les responsabilités de chacun. Le troisième élément, quand les deux premiers sont bien définis, c'est tester un maximum excusez-moi, j'allais avoir un anglicisme, mais tester votre produit. Que ça soit une crème, un service, une fusée, j'en sais rien, une innovation dans les bactéries ou je ne sais quoi, testez votre produit. Est-ce que le marché est assez gros? Est-ce que le marché est en capacité de recevoir une innovation et une entreprise innovante ou un nouvel entrant? Est-ce qu'on a, et c'est la différence pour moi entre la créativité et l'innovation, la créativité, tout le monde peut l'avoir. L'innovation, c'est quelqu'un qui paye de la créativité. Est-ce que vous avez quelqu'un qui est en capacité de payer votre créativité, de payer votre produit et la différenciation que vous avez créée sur votre marché? Et donc ça, faut le tester. Et nous, avant de trouver ce qui allait marcher pour Agriconomie, on s'est cassé la gueule pendant presque 12 mois à tester plein de trucs qui ne marchaient pas, à développer des sites qui ne fonctionnaient pas, à aller pitcher la terre entière sur un sujet qu'on a abandonné 6 mois après. Donc testez votre marché, testez votre produit. C'est le plus important. Parce qu'on peut tous rêver d'avoir le produit parfait et l'innovation parfaite qui va révolutionner le monde entier. Mais si vous n'avez personne qui adopte, c'est peut-être c'est peut-être un élan de créativité extraordinaire et un produit extraordinaire. Mais si personne l'achète à part votre tante et votre cousin, ça vous fait une belle jambe. Donc, troisième élément, bien réfléchir à votre produit et tester votre produit. Parce qu'on pense tous avoir l'idée du siècle, mais en fait, c'est pas nous qui avons l'idée. Enfin, on peut avoir l'idée du siècle, mais ça sera l'idée du siècle que si elle est reçue par quelqu'un. Donc, allez tester vos produits, votre marché, etc. Quatrième élément, et qui est central et qui découle des 3 premiers, recruter les meilleures personnes. Alors ça paraît bateau, ça paraît simplet, mais ça fait toute la différence entre une entreprise qui marche et une entreprise qui ne marche pas. Recruter les bonnes personnes, ça veut aujourd'hui dire beaucoup de choses, parce qu'il n'y a pas que... Alors il y a la vision, ce que vous représentez avec votre entreprise, et le sens que votre société porte, et que votre vision porte. Il y a évidemment le salaire qui est important pour les gens, mais il y a aussi l'environnement que vous allez leur donner. Et je ne parle pas de baby-foot et toutes ces conneries-là. C'est super, hein, mais ça amuse tout le monde pendant 3 semaines. Mais ce n'est pas ce qui va vous faire rester dans une société. Ce qui va vous faire rester dans une société, c'est avoir un type de management qui vous avoir un type de management qui vous plaît, avoir une organisation qui vous permet de vous exprimer,
avoir un management qui soit disponible, avoir un périmètre d'action bien défini. Et c'est ce qui permet à des jeunes qui arrivent chez Agriconomie, je prends l'exemple d'ailleurs, elle a ouvert un magasin à Reims, mais d'une jeune fille qui a été ma bras droit et qui est arrivée chez Agriconomie à 21 ans, il me semble. Moi, je devais en avoir 23, 24. Qui a bossé avec nous pendant 5 ans. Elle est passée de stagiaire à directrice commerciale de la société, à gérer 35 personnes, et elle avait 25 ans. Elle a quitté la société et j'étais très heureux. Nous, on pousse aussi nos salariés, quand ils ont un projet entrepreneurial, à le lancer. Et elle a lancé un super truc qui s'appelle les saisonniers. Et aujourd'hui, elle a, je crois, 7 magasins locaux qui vont chercher des agriculteurs et de la production à 80 km maximum du magasin et qui proposent aux urbains de manger local. Et c'est une super réussite et j'en suis super fier. Et je pense qu'on lui a donné aussi envie, on lui a donné la confiance de lancer son entreprise. Donc le 4e point, c'est ça, c'est recruter les bonnes personnes, mais plus que recruter les bonnes personnes, c'est les mettre dans les bonnes conditions pour qu'ils puissent révéler le meilleur de leur potentiel. Et je dis souvent, le rôle d'un manager, c'est de permettre à un salarié, à un employé, à un collaborateur, peut-être un stagiaire, à un CDI, de donner le meilleur de lui-même, mais d'aller au-delà de ce qu'il pensait être capable de faire. Ça, pour moi, c'est une réussite entrepreneuriale, c'est une réussite managériale. C'est-à-dire que vous allez réussir à faire, et souvent c'est une question d'acceptation et de blocages mentaux, mais on réussit à faire à son collaborateur plus que ce qu'il n'espérait. Et on va déverrouiller les trucs qui vont lui permettre de progresser encore plus vite. Et puis, c'est aussi savoir recevoir de ses collaborateurs et de ses salariés. Comme je dis toujours, le patron d'Amazon, il va sûrement m'apprendre autant pour mon business que Pierre-Louis quand il est arrivé chez Agriconomie. Donc pour moi, il n'y a pas de hiérarchie d'importance. Tout le monde peut m'apporter, tout le monde peut apporter à la société à un moment donné. Et le sujet, c'est le timing. C'est quand est-ce qu'on va comprendre, et quand est-ce qu'on va écouter, quand est-ce qu'on va appliquer. Voilà, c'est donner recruter les bonnes personnes, donner assez à ses salariés et à ses employés pour qu'ils donnent le meilleur d'eux-mêmes, et savoir recevoir d'eux pour améliorer la société. Parce que je dis maintenant, on est 100, on va passer à 200 salariés. Je ne suis pas capable de savoir, de tout comprendre chez Agriconomie, d'avoir les bons insights, les bonnes informations de tout ce qui se passe pour prendre les bonnes décisions. Et donc, ça va venir des collaborateurs. Et aujourd'hui, la roadmap, le plan d'action d'Agriconomie pour 2025, il a été construit par les collaborateurs. C'est-à-dire qu'on a fixé avec les fondateurs où est-ce qu'on voulait aller. Voilà, nous, on veut aller ici. On veut faire une boîte qui va être leader en Europe de la distribution agricole, notamment sur la partie distribution de produits d'agriculture sustainable durable. On veut faire 1 milliard de chiffre d'affaires et on veut avoir aidé 30 à 40% des agriculteurs à travers l'Europe. Très simple, en les aidant à réduire leur coût de production d'à peu près et leur coût de production globale, hein, pas que leurs intrants, mais aussi au niveau des services, de 10%, pour augmenter les salaires des agriculteurs de manière significative. On a fixé ça et ensuite, c'est les collaborateurs d'Agriconomie qui ont construit la roadmap. Ok, on doit atteindre ça. Qu'est-ce qu'on va devoir faire comme projet? Ok, bon, ça, on a ce projet-là, expérience client. Et bon, on va diviser ce projet qui est sur 4 ans. On va le diviser en projets tous les trimestres. Et on va se fixer des KPI pour mesurer, savoir si on avance bien, si on réussit, etc. Donc tout ça, c'est extrêmement important. Et on l'oublie très souvent. Mais il faut, et je dis souvent à mes managers, il faut savoir écouter plus que parler. Et aujourd'hui, dans nos sociétés, et c'est lié à plein de choses, on ne va pas digresser, excusez-moi pour tous mes anglicismes, on ne va pas faire un parallèle sur ce sujet-là, mais on parle beaucoup plus qu'on écoute.
c'est extrêmement important pour le 4e point que je vous ai donné. Le 5e point, alors, gérer le financement. Mais encore une fois, je ne suis pas pour promouvoir les entreprises qui lèvent des fonds, parce que je pense qu'il y a des superbes boîtes qui ont créé des modèles extraordinaires qui ont changé le monde sans lever des fonds. Mais aujourd'hui, dans la course à l'hypercroissance et à l'hypercapitalisme qui nous a été fixé par les Américains et aujourd'hui aussi par les Chinois, si on veut créer des produits et des services impactants, on est souvent obligé de croître très vite. Sinon, on se fait très vite manger par nos concurrents internationaux. Donc, si vous avez, voilà, je ne veux pas mettre de hiérarchie dans la création d'entreprise parce qu'il y a des superbes boîtes qui n'ont pas levé d'argent. Et j'ai toujours, jusqu'à lundi, parce qu'on fait les Échos et BFM, mais jusqu'à lundi prochain, depuis le début d'Agriconomie, on n'a jamais fait de press release, de communiqué de presse et de communication sur nos levées de fonds. Parce que j'ai jamais voulu rentrer là-dedans. Je prétends pas, je déteste l'angle qui est souvent pris par les médias et par même des entrepreneurs, etc., de dire c'est parce que j'ai levé de l'argent que j'ai réussi. Et donc je vais mettre en avant que les entreprises qui ont levé de l'argent et qui ont levé le plus d'argent et qui se valorisent le plus. Et je trouve que ça fausse un peu la réalité du marché qui est la création de valeur in fine et pas forcément la création de valeur virtuelle qui est la valorisation d'une entreprise et ce qu'elle lève. Donc ça prouve plein de choses de réussir à lever des fonds parce que ça prouve que vous arrivez à convaincre des investisseurs, mais ça ne prouve pas que vous allez trouver votre client. Mais voilà, si vous voulez aujourd'hui créer une entreprise qui a un impact maximum très rapide en France, en Europe et à travers le monde, vous allez sûrement devoir passer par la case levée de fonds. Et ça encore, donc ça veut dire lever de fonds, ça veut dire faire rentrer des nouveaux associés à vos côtés. Faire rentrer des nouveaux associés à votre capital. Signer un nouveau pacte d'associés qui va donner des droits et des devoirs à chacun. Mais donc des droits et des devoirs à des fonds d'investissement qui n'ont pas forcément les mêmes objectifs que les entrepreneurs. Donc là, mon conseil, si vous faites une levée de fonds, 1, faites vos due diligence sur les fonds d'investissement, évidemment, parce qu'ils en font beaucoup sur les entrepreneurs et sur les boîtes, mais faites la même chose pour être certain que vous voulez avoir ces investisseurs sur les 5, 10, 15 prochaines années de votre vie. Parce que je dis souvent, quand vous êtes entre associés, copains chez vous, c'est comme être avec son cousin et son frère à la maison, vous pouvez vous balader à poil et laisser traîner votre slip. Mais quand vous avez un actionnaire que vous connaissez plus, que vous connaissez pas, il a une pièce, il a une chambre dans votre maison, il a accès au salon, à la cuisine, aux toilettes. Donc là, vous ne pouvez plus vous balader à poil. Et c'est exactement la même chose. C'est-à-dire que là, vous faites rentrer quelqu'un chez vous, vous allez devoir vous professionnaliser, vous allez devoir être certain de répondre à vos devoirs. Donc c'est un vrai changement de vie d'entrepreneur que d'avoir des fonds d'investissement ou des business angels à votre capital. Donc faites vos due diligence. Assurez-vous que vous êtes le plus aligné possible avec eux et le plus longtemps possible. Donc ça se traite dans le pacte d'associés qui régit les relations entre les associés. Soyez certain que vous êtes aligné au maximum. C'est-à-dire que vous êtes dans le même bateau parce qu'à un moment, très souvent, les objectifs et les enjeux deviennent divergents. Donc, maximisez vos chances de réussite en couchant sur le papier dans vos pactes d'actionnaires le fait que vous êtes aligné le plus longtemps possible avec ces fonds d'investissement-là. Donc ça, vous verrez avec vos avocats, mais c'est plein de clauses à la con qui sont extrêmement importantes. Donc ça, je connais plein d'entrepreneurs qui ont eu de très mauvaises expériences avec les fonds d'investissement. Alors beaucoup qui ont eu des expériences assez exceptionnelles. Nous, on a eu chez Agriconomie des hauts et des bas avec nos investisseurs. Mais bon, on a toujours réussi à être alignés parce qu'on avait très bien travaillé sur notre pacte d'associés. Donc ça, c'est le 5e conseil que je peux vous donner.
Et le sixième, mais qui est et c'est le dernier, je ne sais pas combien de temps j'ai encore, mais c'est le dernier que je peux vous donner. Encore une fois, je suis personne pour donner des conseils. Et c'est un conseil conseil que je m'applique tous les jours. Pas que dans ma vie professionnelle, mais dans ma vie personnelle aussi. C'est que pour moi, il y a un trait, même, je dirais 2 traits, 3 traits, qui font la différence entre une personne qui réussit ce qu'elle souhaite, et c'est créer sa boîte, avoir un super équilibre dans sa famille, devenir champion de je ne sais quel sport, créer une superbe association qui va avoir un impact social extraordinaire sur les territoires, etc. C'est 3 éléments. C'est que je m'applique tous les jours et c'est ancré en gros sur ma porte d'entrée. Donc tous les jours, quand je me lève, j'ai ça devant moi. C'est être persistant. C'est-à-dire qu'il n'y a pas besoin d'être intelligent, talentueux, machin, etc. Il faut être persistant dans ce qu'on veut. Deuxièmement, il faut être, à mon sens, je ne sais pas le mot en français, mais énergie. Il faut avoir une énergie positive constamment. Et 3, il faut écouter. Et ça, je pense que c'est aussi je me l'applique dans ma vie d'entrepreneur constamment, écoute, curiosité, etc. Mais être persistant, j'entends par là que tout n'est pas facile. Il y a plein de choses qui arrivent dans sa vie d'entrepreneur, dans sa vie personnelle. Mais dans sa vie d'entrepreneur, alors il y a des gens qui ont du cul, qui ont de la chatte, parce qu'ils ont plus de talent que les autres, parce que les étoiles s'alignent plus rapidement pour eux et ça marche d'un coup. On ne sait pas trop pourquoi eux et pas d'autres. Mais moi, je reste persuadé que les étoiles s'alignent pour tout le monde. Mais que c'est qu'une question de persistance dans son travail et dans son envie de réussir ce qu'on souhaite. Et donc nous, Agriconomie, on aurait pu arrêter, mais 10 fois, 20 fois. Parce que là, encore une fois, je suis reçu ici pour parler d'Agriconomie, mais il y a 4 ans, la boîte n'allait pas trop. On a dû licencier presque 40 personnes. Enfin, voilà, c'était très compliqué, on ne s'est pas payé, on a failli closer la boîte, etc. Donc la vie n'est pas un long fleuve tranquille. Mais si on reste persistant dans son travail, si on est persuadé qu'on fait la bonne chose, eh ben, le travail fait qu'à un moment, les étoiles s'alignent. Et elles s'alignent grâce aux 2 éléments suivants que j'ai évoqués, c'est-à-dire avoir toujours une énergie positive. À mon sens, c'est ce qui nous sauvera tous. C'est d'avoir une énergie positive, d'être constamment à aller vers les autres, à partager ce qu'on a envie de faire, à partager sa vision. Et ça crée des rencontres, et des rencontres qui vous permettront de trouver des investisseurs, de trouver les bons partenaires, de trouver les collaborateurs pour votre association, etc. Donc, avoir une énergie positive constamment, pour moi, ça crée les rencontres qui créent la réussite. Et 3, c'est ce que j'évoquais, c'est l'écoute et la curiosité. C'est-à-dire qu'il faut savoir se nourrir de ce que les gens disent et de ce qu'on voit, de ce qu'on entend, de ce qu'on lit, etc. Et les meilleures idées qu'on a eues pour Agriconomie, elles sont pas venues d'un coup d'éclair de génie dans la tête de Paulin Clément Houdin ou de n'importe lequel de nos talentueux collaborateurs. C'est souvent venu d'une lecture, c'est souvent venu du partage avec une autre société, c'est souvent venu d'un événement où j'ai eu la chance de rencontrer un grand patron, de Pierre-Louis qui part en Italie et voir un fournisseur dans 2 ou 3 jours, qui va rencontrer un gars, une fille, qui va lui parler d'un truc. Donc voilà, être ouvert à l'écoute, être curieux avec les autres, ça permet aussi de créer des opportunités de réflexion et de récupérer les bonnes idées de chacun pour son propre projet et sa propre aventure. Parce que pour moi, il y a très peu de... Aujourd'hui, tout est copie. Je vous invite à lire un livre que j'ai adoré qui s'appelle How to Steal Like an Artist et c'est très très court. C'est un livre qui fait 50 pages avec beaucoup de dessins. J'aime bien les dessins. Ça me fait chier souvent de lire des bouquins de 400 pages. J'aime bien les images et tout. Et qui vous explique qu'en fait, la grande majorité des artistes sont tous inspirés d'autres artistes.
sont tous inspirés d'un film qu'ils ont vu avant de se mettre à faire leur propre film. Et en fait, on voit qu'ils reprennent les traits de leurs 5 réalisateurs préférés. Que Basquiat, en fait, son prof qui était pas du tout connu et le mec qu'il a rencontré avant, en fait, il y a beaucoup de traits de son œuvre qui sont tirés et inspirés de ce que lui ont rapporté son prof et un de ses potes qu'il a rencontré. Donc en fait, il y a très peu de création aujourd'hui, il y a beaucoup d'inspiration. Donc je crois très peu à l'énergie créatrice et à ce truc-là, etc. Donc oui, des fois, alors moi c'est dans la douche, des fois j'ai là, waouh, j'ai une super idée. Bon, 90% du temps c'est de la merde, mais les bonnes idées elles viennent souvent des échanges que je peux avoir avec les gens, de l'écoute qu'on peut avoir et de la curiosité qu'on peut avoir envers chacun. Donc voilà, c'était le dernier petit conseil que je pouvais vous donner. Je ne sais pas si ça vous aide. Mais voilà. Oui, on peut faire passer le micro. Alors, si j'ai... Merci. Déjà, merci pour ce témoignage très inspirant. Moi, je voulais donner la parole à Pierre-Louis pour savoir un peu qu'est-ce qu'il a attiré dans le projet Agri-économie, puisque, comme vous l'avez dit, Paulin, vous avez vraiment, on sent que vous avez vraiment construit la vision. Mais du côté du collaborateur, Pierre-Louis étant présent, je voulais avoir son témoignage aussi. Ce qui m'a vraiment plu chez Agri-économie quand je suis arrivé et ce qui a fait que je suis resté, évidemment, c'est un peu comme l'a dit Paulin, c'est la relation de confiance qu'on peut avoir avec nos managers. C'est-à-dire qu'au quotidien, on a l'opérationnel, on a les tâches quotidiennes, la relation fournisseur, passer les commandes, la relation avec les clients, livrer les commandes, etc. Mais pour atteindre nos objectifs et faire la croissance qu'on souhaite faire, c'est pas qu'en passant par l'opérationnel. Il faut en permanence mettre en place des projets, mettre en place des innovations au sein de notre quotidien et au sein de notre boîte pour réussir à atteindre nos objectifs sur le long terme. Et ce qui a fait, du coup, ce qui m'a beaucoup plu, c'est qu'on m'a jamais dit tu vas faire ça et c'est tout. Et on a toujours eu beaucoup d'échanges. J'ai beaucoup bossé avant avec Clément, un des cofondateurs de Paulin, et un autre garçon qui s'appelle Arthur. J'ai beaucoup échangé avec eux, qui sont des brutes épaisses de travail et des très hyper bons dans ce qu'ils font. Et ils m'ont jamais dit tu vas faire ça comme ça, point barre. Ça a toujours été par des moments d'échange et ils m'ont toujours été laissé très libre de mes choix. Ils m'ont dit ok, tu vas faire ça, qu'est-ce que tu vas faire, qu'est-ce que tu vas mettre en place pour atteindre cet objectif. Et c'est vraiment quelque chose qui m'a toujours plu et toujours intéressé, c'est d'être libre de ses actions. Je pense que personne n'a envie de se faire d'avoir un cadre qui soit hyper strict et qu'on doive juste faire ce qu'on nous dit de faire. C'est vraiment d'être libre de ses actions et d'avoir beaucoup de liberté. C'est vraiment ce qui m'a plu chez Agrico et ce qui a fait que je suis resté tout simplement. Et voilà. Je sais pas si ça répond à la question. Mais encore une fois, merci à tous les deux. Il y a une question ? Non. Sur la structuration des équipes en interne, justement, pour accompagner la croissance. Merci. Pour accompagner votre croissance sur la structuration des équipes entre le moment où vous étiez entre 3 et 10 personnes et le moment où vous êtes monté à 100 personnes, est-ce qu'il y a des étapes stratégiques ? Très très bonne question. Il n'y a jamais d'organisation parfaite. Nous, on a fait beaucoup de test and learn chez Agri-économie pour essayer de construire notre organisation. Et on la change encore tous les ans presque. Je pense que c'est très compliqué et l'organisation, en fait, elle bouge au fil des recrutements, au fil des nouveaux projets, etc. Mais si je devais penser aux étapes principales, je dirais que ça se passe plus sur le recrutement. Il y a une grosse erreur qu'on a faite au démarrage, et je l'ai compris en la dissertant par la suite.
au début, je voulais combler un besoin en recrutant quelqu'un et en recrutant une équipe. Je me disais, OK, il y a ce problème-là, j'ai ce gros problème ou j'ai ce nouveau marché. Je recrute un jeune qui va venir bosser avec moi. Et puis ce jeune-là, soit il va devenir manager, soit je vais recruter un manager, etc. Et je vais construire comme ça. Et en fait, au fil de l'eau, je pense que les recrutements doivent être très liés à l'excellence du manager. C'est-à-dire que dorénavant, je recrute dans une équipe et je donne des budgets uniquement si je suis certain que le manager est un bon manager dans mon organisation et jusqu'à combien de personnes je peux lui donner. Donc je construis mon plan de recrutement non plus sur mon besoin, mais sur la qualité de mes hommes et de mes femmes. Et donc, là où je disais, j'ai ce manager-là, je le feed avec 10 collaborateurs, ou j'ai ce nouveau projet-là, je recrute 5 personnes. Dorénavant, je me dis, est-ce que j'ai la bonne ou le bon leader, manager, pour permettre aux collaborateurs qui seront en dessous de lui de donner le meilleur d'eux-mêmes. Et pourquoi c'est important ? Parce que si tu recrutes des gens pour une équipe ou pour un nouveau projet, mais qui ne se sentent pas inspirés, qui ne sont pas bien managés, qu'on leur donne pas le périmètre et la force d'initiative que souhaitent les jeunes, je vais avoir recruté quelqu'un qui sera malheureux, qui va se barrer, qui va m'avoir coûté du pognon parce qu'on l'aura recruté, formé, payé pendant X temps. Et donc, il y a tous les coûts cachés de la RH. Recruter un salarié, ça coûte 40 000 € parce qu'il faut le trouver, il faut le former, il faut le manager, il ne vous rapporte pas, il ne crée pas de la valeur tout de suite, etc. etc. Donc, je pense que oui, au niveau de l'organisation, il y a 1 milliard d'organisations qui sont possibles et il y a plein de bouquins qui les expliquent. Et pour moi, c'est comment est-ce que tu remplis ton organisation par des talents, donc recruter les bonnes personnes, mais surtout avoir les bons managers. Et quand tu as le bon manager, il faut que tu regardes jusqu'à combien de collaborateurs il peut manager et bien gérer. Et après, il faut trouver un manager intermédiaire, etc., etc., etc. Mais voilà, maintenant, je vois beaucoup plus le recrutement comme ça. C'est-à-dire que c'est pas juste recruter des gens pour une organisation, c'est être sûr que j'ai la bonne personne pour manager. Et ensuite, ça me permettra de trouver les bonnes personnes et de faire qui donneront le meilleur d'eux-mêmes pour nos clients agriculteurs. Je ne sais pas si ça répond à ta question. Je suis déçu, c'est ce que je préfère, les questions. Il n'y en a plus du tout là ? Bon. Je voudrais pas monopoliser le temps. Juste pour rebondir sur ce que vous disiez, juste quelle est la définition d'un bon manager pour vous ? Je pense que c'est un peu ce que j'ai essayé d'expliquer tout à l'heure. Je vais faire en 3 points. Alors, 1, c'est une personne qui va être en capacité, pour moi, de manager et de faire que ses collaborateurs ou ses collaborateurs en dessous de lui vont être capables de donner le meilleur d'eux-mêmes et être capables de faire plus que ce qu'ils pensaient. Capable. Plus que ce qu'ils pensaient capable. Est-ce que ça se dit ? Plus que ce dont ils pensaient être capables. Donc ça, c'est le premier élément. Ensuite, évidemment, un manager, pour être bon, il faut qu'il atteigne ses objectifs et ses KPI. Donc ça, c'est le rôle, pareil, de fixer des KPI, des indicateurs de performance, pour savoir s'il performe en chiffre d'affaires, en marge, en satisfaction client, en ce qu'on appelle l'OTIF, donc la livraison dans les temps. Donc voilà, fixer les bons objectifs. Donc, est-ce qu'il manage bien, il recrute bien et il est capable de faire que ses collaborateurs ont la meilleure performance et sont même capables de faire plus que ce qu'ils pensaient. 2, est-ce qu'il est capable d'atteindre ses objectifs, lui ou elle, avec son équipe. Et puis 3,
alors là c'est personnel, et moi j'aime les managers qui sont capables de se remettre en question. Donc avec une résilience et une capacité à toujours vouloir progresser. Donc il faut qu'il fasse progresser ses équipes, il faut qu'il permette aux équipes de donner le meilleur d'eux-mêmes, mais il faut que lui-même ait l'envie de constamment progresser. Parce que le sujet qu'on a souvent dans les entreprises avec les managers, c'est vous avez le besoin de l'entreprise, qui est une courbe comme ça. Donc ça, c'est le besoin en compétence. Et vous avez la compétence qui est capable de ramener votre manager. Donc souvent, ce qu'on fait, c'est qu'on prend un manager qui est légèrement au-dessus de la courbe de compétences qui est nécessaire pour l'entreprise. Mais après, il faut être certain que le manager, dans le temps, il va être capable de suivre le besoin de l'entreprise. Je ne sais pas si c'est clair. Et donc, pour être capable d'avoir un manager bon au moyen long terme, il faut avoir quelqu'un qui soit capable et qui ait l'envie de continuellement progresser, parce que la société, l'entreprise ou l'organisation, peu importe, va demander à ce qu'il progresse. Parce que la société va progresser, la société va changer, la société va évoluer, la société va grandir. Et donc, il faut que ce manager, et ça on pourrait l'appliquer aussi aux collaborateurs ou aux fondateurs, doit réussir à grandir avec l'entreprise. Donc, il ne faut pas avoir des têtes de cons qui pensent être les meilleurs, qui se disent qu'ils n'ont plus rien à apprendre parce qu'ils ont fait la meilleure école, la meilleure expérience, ils ont bossé dans les meilleures boîtes, etc. Il faut continuellement avoir des collaborateurs et des managers qui ont une envie de progresser avec l'entreprise et en perso. Je ne sais pas si ça répond à ta question. Tu peux me dégager, c'est bon, j'y vais. Bon, s'il n'y a pas d'autres questions, si certains ont des questions et qui n'ont pas osé me poser la question ou les questions en public parce qu'ils ne sont pas à l'aise à poser des questions oralement, vous pouvez m'envoyer un mail. Mon adresse mail, c'est pp, mes initiales pour Paulin Pasco, @agriconomie.com. Donc voilà, si vous voulez partager vos questions, j'y répondrai rapidement. Voilà. Bonne journée. Et il y a plein de trucs qui vous attendent. Merci donc beaucoup. Profitez-en.